du CTBM sur les digestats issus de méthanisation de résidus organiques et notamment l'étude des effets de leur variabilité sur leur valorisation. L'intervenante sera Julie Jiménez, qui est chargée de recherche à l'INRAE au LBE. Je vais d'abord présenter le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation que je dirige, qui a le plaisir de vous inviter pour ce webinaire avec Julie, qui fait donc partie de notre réseau. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le CTBM est une structure associative qui rassemble les laboratoires de recherche du monde sur la méthanisation, donc la production de biogaz et de digestats en France. Je permets avec cette activité du CTBM la diffusion des connaissances qui sont produites par les chercheurs du réseau à travers plusieurs relais. Infometa.org, qui est un site librement accessible qui rassemble sur des fiches thématiques les connaissances scientifiques sur la méthanisation et ses effets, et donc les différents webinaires que j'organise qui permettent de présenter les travaux de recherche des membres de mon réseau. Nous organisons également les journées recherche-innovation, le colloque francophone sur la méthanisation qui se tient tous les 2 ans dans différentes villes de France. Le prochain sera du 26 au 28 mars 2024 à Pau. Nous ouvrirons les inscriptions en septembre. En tant que structure associative, j'anime également des groupes de travail sur la valorisation du CO2, les formations et les bouclages des cycles des nutriments. Nous faisons partie du club biogaz de la T2E, l'interprofession du secteur du biogaz, basée à La Défense, et nous avons le soutien de l'ADEME depuis la création en 2019. Comme vous pouvez voir sur la carte de notre réseau, c'est assez large comme maillage, et en termes de thématiques, nous couvrons tous les angles associés à la méthanisation, aussi bien le procédé, les sciences humaines et sociales, que les enjeux agronomiques que va nous présenter Julie Jiménez, à qui je passe la main. Et je remercie tout le monde de bien couper sa caméra et son micro pour ne pas être enregistré. Merci d'avance. Merci beaucoup Alice pour l'introduction. Donc, je suis Julie Jiménez, je suis chargée de recherche au laboratoire de biotechnologie de l'environnement INRAE à Narbonne. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter, je vais vous parler des digestats, je vais vous parler de variabilité des caractéristiques des digestats, quels sont les leviers d'action et les outils de caractérisation afin de les décrire. Et je parlerai également de l'impact de leur variabilité et de leurs caractéristiques sur leur qualité agronomique. Donc, en vous présentant quelques résultats issus de différentes recherches que j'ai menées, notamment en collaboration avec d'autres acteurs. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je reviens sur la méthanisation et qu'est-ce que la méthanisation et qu'est-ce qui se passe dans un procédé de méthanisation. Donc, on a des intrants, différents intrants ici nommés substrats qui sont composés de matière organique et de matière minérale. La matière organique dite biodégradable dans des conditions anaérobies va être biodégradée et transformée en biogaz, notamment du méthane afin de produire de l'énergie, mais également le résidu appelé digestat contient de la matière organique alors non biodégradée durant le procédé, peu biodégradable dans les conditions du procédé, mais également qui contient de la matière minérale qui a été on va dire, conservée, et avec également une spécificité qui est que l'azote minéral augmente durant cette méthanisation, car l'azote organique, qui est contenu donc dans la matière organique, est également minéralisé au cours de ce procédé. Et donc, la méthanisation génère en fait deux produits, que sont de l'énergie via le biogaz, mais également un résidu, donc le digestat, qui a un fort potentiel fertilisant organique, puisqu'il contient de la matière organique et des nutriments qui peuvent être intéressants en agronomie. Toutefois, cette valorisation et cette utilisation de la matière peut être sujette à différents antagonismes et synergies. C'est-à-dire que, par exemple, la matière organique peut être utilisée donc, soit pour produire de l'énergie, mais également peut être intéressante pour le retour au sol, j'y reviendrai après. L'azote minéral et l'azote organique également, qui va être minéralisé pour produire de l'azote minéral et donc de l'azote disponible pour les cultures,
peut être intéressant, mais cet azote minéral peut également inhiber le procédé de production d'énergie. Donc voilà, c'est un procédé qui est très intéressant parce qu'il produit ces deux services rendus, mais rempli d'antagonisme et de gestion de compromis. Donc si on va un peu plus loin sur les digestats issus de la méthanisation et qu'on regarde en fait les besoins des agroécosystèmes, à savoir les besoins sol-plantes, eh bien on voit que tous les ingrédients sont là, que ce soit en termes de matière organique, puisqu'on a différents types de matières organiques, peu ou pas biodégradables. On a également des minéraux, comme je disais juste avant, notamment de l'azote minéral, mais également du phosphore, du potassium, des oligoéléments, et qui peuvent donc participer à différents besoins des agroécosystèmes, à participer à la fertilité du sol, que ce soit pour améliorer la biodiversité, améliorer la structure du sol et également donc substituer les engrais d'origine chimique en apportant des nutriments. Donc tous les ingrédients sont là, sauf que la question est dans quel état ils sont apportés, est-ce que ces éléments sont disponibles ou non, stables, est-ce qu'il y a de la toxicité et surtout quel est l'effet sur l'environnement. Donc en fait, on voit qu'en théorie, les digestats peuvent être une solution comme pour substituer les engrais organiques, les engrais de synthèse, mais afin qu'ils soient en adéquation. Donc voilà, il va falloir étudier cette matière et sous contrainte environnementale. Donc pour cela, en fait, on s'est intéressé aux digestats et à leurs caractéristiques et notamment à leur variabilité. Alors effectivement, on a fait le constat que les digestats et notamment les caractéristiques des digestats sont variables. Pourquoi? Parce qu'il y a sur les différentes filières de méthanisation, on retrouve des intrants très variés, d'origine très variée. Ça peut être des intrants d'origine urbaine, comme des bouts de steppe, des ordures ménagères, des biodéchets, ou des intrants d'origine agricole, des résidus de culture, des effluents d'élevage, etc. Différents types de procédés et de conditions dans la méthanisation, et donc qui vont générer des qualités différentes et qui potentiellement peuvent avoir un impact sur la qualité agronomique des produits. Et donc pour ça, on peut souligner que cela peut être une opportunité. Pourquoi? Parce que si on arrive à mieux comprendre et à mieux décrire la variabilité des digestats, on va pouvoir identifier les leviers d'action afin de contrôler cette qualité et donc contrôler vraiment la production et la qualité des digestats et leur devenir ensuite dans les agroécosystèmes. Donc, afin d'identifier les sources de variabilité, donc j'en ai un peu parlé avant, donc on est allé voir sur une filière de méthanisation où est-ce qu'on avait des sources de variabilité. Donc, j'ai parlé effectivement des intrants, mais il y a également les post-traitements. Donc, dans une filière de méthanisation, on peut retrouver pas mal de post-traitements, classiques ou moins classiques, qui peuvent avoir un impact sur la variabilité caractéristique. Donc, également, donc, j'ai parlé des conditions des procédés. Et la question est, est-ce que ces variabilités, ces sources de variabilité vont avoir un impact sur la qualité des digestats? Est-ce qu'il y a une hiérarchie en termes de ces effets, de ces impacts, et quels en sont les mécanismes? Ça, c'est des questions que je me pose dans mes travaux de recherche notamment. Et afin de répondre à ces questions, donc, nous allons regarder les indicateurs de caractérisation. Donc, en termes d'indicateurs de caractérisation, on peut retrouver, alors nous avons surtout étudié tout ce qui est caractérisation globale, des paramètres physico-chimiques que l'on peut retrouver notamment via des analyses de laboratoire que font notamment les exploitants sur leurs produits, donc tout ce qui est matière sèche, matière organique, carbone, azote, phosphore, etc. Des caractérisations agronomiques, donc là plutôt des indicateurs qui sont réalisés également en laboratoire, qui sont réalisés en conditions contrôlées, ce sont des incubations avec du sol de ces produits pour regarder la minéralisation du carbone et de l'azote et donner une idée du potentiel fertilisant et amendant des produits. Et puis, on est allé également regarder la caractérisation fine de la matière et plus particulièrement de la matière organique. Donc là, je vais prendre juste 2 minutes pour vous expliquer quelles
de quels indicateurs il s'agit, puisque après nous les avons utilisés dans nos bases de données afin d'évaluer la variabilité des digestats et d'étudier cette variabilité. Donc, il s'agit d'un protocole qui a été développé déjà il y a quelques années, qui s'appelle le LISBAMO, pour indice de stabilité et de bioaccessibilité de la matière organique. Donc, il s'agit d'un indicateur dont l'objectif est de coupler deux méthodologies. Une méthodologie de fractionnement, donc, où on va décrire l'accessibilité de la matière. Donc, pourquoi on fait ça? C'est pour mieux connaître et mieux décrire les cinétiques de dégradation de la matière, que ce soit dans le méthaniseur, mais également on peut l'utiliser pour étudier cela, le devenir de la matière dans les sols. Et donc, c'est un protocole qui est basé sur de l'accessibilité chimique, c'est-à-dire des extractions séquentielles, douces à agressives, afin d'avoir une idée de l'accessibilité de la matière, si elle est plus ou moins accessible et donc potentiellement biodégradable. Et puis, on a associé à cette technique une autre technique qui est une technique spectrale, qui est la fluorescence en 3 dimensions, où là, l'objectif, c'est de cartographier chaque fraction, de regarder quelle est la qualité de ces fractions, la qualité et sa complexité, puisqu'on en sort un indicateur de complexité. Et donc, le couplage de ces deux méthodologies nous a permis après de prédire la biodégradabilité, que ce soit en méthanisation ou dans les sols. Donc ça, j'y reviendrai. Donc, juste à titre d'exemple, en fait, j'ai mis ici, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on regarde quand on utilise cet indice de stabilité. Donc, j'ai pris 2 exemples de bilan matière entre la méthanisation d'une boue de station d'épuration et d'un fumier bovin. Donc, j'ai représenté ici les différentes fractions et leur devenir avec la production de méthane ici en orange pour les deux. Et donc, on voit qu'effectivement, l'accessibilité de la matière diminue au fur et à mesure de la méthanisation, parce que la matière est notamment facilement accessible et dégradée. Mais selon le type d'intrant, et ça on va le voir après, on va avoir, vous voyez par exemple ici, le rectangle jaune, pour les boues de station d'épuration, va rester plutôt stable, alors que pour un fumier, il va diminuer. Et donc ça dépend vraiment également de la qualité de chacune de ces fractions. C'est pour ça qu'on regarde également la qualité. Et donc, cet indice, on l'a utilisé pour prédire, grâce à des bases de données qu'on a récupérées, on l'a utilisé pour prédire à la fois le potentiel méthane, mais également un indicateur qui est le carbone minéralisable au sol, qui est issu des incubations à conditions contrôlées dont je vous ai parlé juste avant. Alors, maintenant, j'ai fait un petit aparté sur cet indice, donc je vais revenir en fait sur comment décrire la variabilité des digestats. Et je vais vous parler maintenant de l'impact de l'effet de la variabilité des intrants sur la qualité agronomique. Alors d'abord globale, et puis après je parlerai de la qualité plus fine. Donc nous avons réalisé plusieurs études en récupérant des bases de données issues des données qu'on avait, mais également de la littérature. Alors la première étude réalisée dans le cadre d'une thèse de Philippe Guilaine en 2019, où on a répertorié 150 digestats d'origine urbaine et agricole, et où on a réalisé des analyses statistiques, en fait, afin de décrire la variabilité des différents. Donc, nous avons étudié ces différents paramètres physico-chimiques, donc matière sèche, carbone, azote, etc. Et puis, nous avons réalisé des analyses en composantes principales, donc des analyses statistiques, en fait, et des classifications, afin de regarder comment se répartissait cette variabilité. Et nous avons mis en évidence, en fait, que chaque classe de digestat, donc on avait différentes classes de digestat qui étaient réparties selon leurs paramètres physico-chimiques, avait en commun un intrant majoritaire. Voilà. Que ce soit, par exemple, les fumiers d'un côté, les lisiers porcins de l'autre, les boues de steppe d'un côté, etc., etc. Et selon le type d'intrant, en fait, on peut y associer, selon
selon le cas, une forte teneur en matière organique, une faible teneur en matière organique, plus ou moins de nutriments selon le. Donc, un potentiel amendant et fertilisant associé. Alors également, nous avons mis en évidence dans cette étude que le type de méthanisation, donc là, quand je parle de type de méthanisation, c'est plutôt si on est en méthanisation voie sèche ou voie humide, peut avoir également un impact, notamment sur la teneur en matière sèche des digestes. Et donc, on a montré qu'on avait une empreinte sur de la nature des intrants sur la qualité des digestes. Donc après, étant donné que la majorité des méthaniseurs, 80% des méthaniseurs en France sont d'origine agricole, nous avons fait une autre étude via le projet Concept Dige, où nous avons répertorié des données issues de 72 sites, notamment grâce à une collaboration avec l'AMF, donc l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, afin de réaliser la même chose que précédemment, mais vraiment focus digesta d'origine agricole. Et là, ce que nous avons obtenu, donc nous avons obtenu différentes typologies qui, pareil, ont un impact sur la qualité agronomique, la qualité globale des digestats, à savoir, par exemple, ici, matière sèche, l'azote, le ratio cessurène, etc. Et qui dépendaient, encore une fois, de la nature des intrants. Donc, on a vraiment différencié le type, par exemple, sur les effluents d'élevage en intrants, le type d'animal, si c'était un ruminant ou non un ruminant. Et puis, surtout, on a mis en évidence également qu'il y avait un impact du co-substrat associé, et notamment des biodéchets et des graisses. Et encore une fois, donc cela nous donne une idée du potentiel fertilisant et amendant de selon en fait le type d'intrant. Donc, on a encore refait une autre étude, cette fois-ci en utilisant le fameux indicateur dont je vous ai parlé juste avant, donc le fameux ISBAMO. Et encore une fois, on a retrouvé nos différentes classifications. Donc, vraiment, là, on n'a regardé que la matière organique, on a regardé les fractions, les différentes fractions d'accessibilité, la complexité due à la fluorescence, et on a mis en évidence, en fait, on est allé plus loin dans la caractérisation de la matière organique, mais on retrouve encore une empreinte de la qualité de la matière organique des intrants sur la qualité de la matière organique des digestats. Alors, suite à ces différentes études, on s'est posé la question, d'accord, donc la variabilité des intrants ont un effet sur la variabilité des digestats, mais qu'en est-il en fait des conditions des procédés? Puisque juste avant, nous avons vu que la voie, le type de méthanisation, voie sèche, voie humide, avait potentiellement un impact. Qu'en est-il de tout ce qui est conditions procédés de type temps de séjour, durée donc des intrants dans le méthaniseur, température? Et donc, nous avons regardé cela, notamment donc, dans le projet Concept Dige, mais également dans le cadre de la thèse de Felipe Guillain. Alors, ce qu'on a vu, effectivement, c'est qu'il y avait un impact de la voie, donc voie sèche versus voie humide. Il y avait un impact sur la matière sèche, notamment. Ceci étant, et ça, nous verrons que c'est également le cas pour les autres conditions, qui était corrélée avec la typologie des intrants. Donc ça, j'y reviendrai pour vous expliquer ce que cela veut dire. De la même façon, nous avons regardé, étudié, analysé en fait nos bases de données en ajoutant les conditions température et temps de séjour hydraulique sur les indicateurs que je vous ai présentés, à savoir paramètres physico-chimiques global et qualité matière organique fine. Alors, nous avons mis en évidence qu'il y avait effectivement une corrélation avec la matière organique, c'est-à-dire que plus le temps de séjour est élevé et moins on a de matière organique dans le procédé, et plus cette matière organique est complexe. Ceci étant, cet impact, en tout cas, il n'est pas statistiquement significatif. Et en plus de cela, comme je l'ai dit pour le type de voie, en fait, il est corrélé avec la typologie des intrants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, j'ai mis des exemples de types de méthanisation. Donc, c'est qu'en fait, dans nos données, dans les données que nous avons, le type, la conduite du procédé de méthanisation, le dimensionnement de ce procédé va dépendre en fait de l'intrant.
Par exemple, une méthanisation de boue, ça va être réalisé en voie humide, en mésophile, avec un temps de séjour entre 20 et 30 jours. Un fumier bovin, alors selon les cas bien sûr, mais on le retrouve souvent en voie sèche, mésophile, avec des temps de séjour très élevés. De même, méthaniser une fraction fermentescible d'ordures ménagères se réalise en voie sèche, thermophile, avec également des temps de séjour un peu plus courts. Et donc, en fait, cette corrélation avec la typologie d'intrants ne nous permet pas vraiment d'identifier, d'isoler en fait l'effet des conditions opératoires. Donc, ça, c'est une question qu'on est en train de répondre, notamment dans le cadre d'une thèse ici au LBE. Alors, maintenant que j'ai parlé de la variabilité intrant et conditions opératoires, je vais vous parler maintenant des post-traitements et comment la variabilité des post-traitements peut également agir sur la qualité des digestats et comment cette variabilité se situe par rapport à la variabilité notamment des intrants. Donc, en fait, par rapport au post-traitement, donc il peut y avoir des post-traitements dits classiques et d'autres un peu moins classiques, dits innovants. Donc, nous avons notamment beaucoup étudié la séparation de phases, puisque bien souvent, dans une filière de méthanisation, il y a une séparation de phases. Et donc, nous l'avons étudié donc dans le cadre de la thèse de Philippe Guilaine, mais également dans le projet ConceptDig, où nous avons récupéré des digestats et des données issues des différents sites que nous avons étudiés. Et en faisant le même exercice que précédemment, c'est-à-dire en récupérant des données issus des différents sites en termes de qualité globale, nous avons réalisé des analyses statistiques et nous avons trouvé nous avons mis en évidence 3 grandes classes en fait de digestats. Donc là, en considérant vraiment digestats bruts sortis de méthanisation puis après séparation de phase, nous avons 3 grandes classes de digestats qui sont donc digestats bruts, les digestats solides et les digestats liquides. Et donc, on peut très bien voir que les digestats solides ont plutôt un potentiel d'amendement organique parce qu'ils sont riches en matière organique, ils ont des ratios carbone sur azote élevés, donc ils sont plus fibreux et une matière sèche plus élevée également, alors que les digestats liquides vont être beaucoup plus riches en nutriments, en azote et plus pauvres en matière sèche et en matière organique. Alors du coup, pour aller plus loin, nous avons isolé les 2 groupes, solides et liquides, et nous avons regardé également, nous avons essayé de comprendre leur variabilité intrinsèque à chacun de ces 2 groupes. Et nous avons retrouvé l'empreinte des intrants. Donc malgré le fait que effectivement la séparation de phase a quand même un impact significatif qui donne lieu à 2 produits en fait, on retrouve quand même la qualité, l'empreinte du type d'intrant sur la qualité des digestats. Alors après, nous avons également regardé, nous sommes allés plus loin, et cette qualité va dépendre également du type de séparation de phase. Donc là, pareil, dans le cadre de la thèse de Philippe Guilaine, nous avons, en utilisant des données de la littérature et des données interne, nous avons regardé, essayé de classer en fait, selon le type de séparateur, quel impact cela avait sur différents éléments, matière sèche, matière organique, phosphore, azote, etc. Et nous voyons en fait que, effectivement, enfin en tout cas Philippe a mis en évidence qu'il y avait un impact du type de séparateur selon son efficacité, ce qu'on appelait efficacité de séparation, et que notamment, on va dire que les séparateurs de phase de type faible efficacité, de type presse à vis, ont plutôt tendance à être donc du coup de faible efficacité, mais que les fractions liquides ressemblent beaucoup aux fractions brutes, alors que dans le cas d'une centrifugation dite à séparation, à efficacité de séparation élevée, on va retrouver en fait des résultats donc, où on a un vrai impact sur le liquide et le solide, avec une concentration de matière organique dans le solide beaucoup plus nette. Et surtout, alors là, je ne sais pas trop mis en évidence, notamment sur le phosphore, où voilà, en fait, selon la qualité
de séparation, on va avoir le phosphore qui va se retrouver sur la phase liquide ou solide selon l'efficacité de séparation. Et donc, dans sa thèse, Felipe a mis en place, en fait, des indicateurs pour caractériser cette efficacité, mais également, il a proposé des calculs de bilan matière. Donc là, j'ai cité l'article où on peut retrouver tout ceci et qui nous ont aidés ensuite à réaliser, en fait, des outils de prédiction. Alors après, je vais vous parler également d'un autre, qui peut potentiellement pas forcément faire partie des post-traitements, mais qui en est un, c'est le stockage. Le stockage, voire le compostage en fait des digestats. Donc avant d'être épandus, effectivement, on peut, voilà, les digestats, que ce soit bruts, liquides ou solides, sont stockés. Et donc, dans le cadre de Concept Dige, en 2019, nous avons réalisé, en fait, notamment en collaboration avec l'unité Opale, en conditions contrôlées de laboratoire, des études sur le stockage, afin de regarder le devenir du carbone et de l'azote et l'impact de ce stockage. Donc là, je précise que ça a été fait en laboratoire, donc afin de vraiment contrôler et mesurer tous les flux. Et que nous l'avons fait sur 3 digestats différents, de typologies différentes, à savoir un digestat d'origine plutôt lisier bovin, un digestat plutôt d'origine lisier porcin en codigestion, et enfin un digestat en voie sèche, issu de fumier. Et donc, les résultats qui sont issus de cette étude-là, que je présente là, ce sont des résultats, on va dire, moyennés et où on a min et max issus de ces bilans. Donc, concernant l'effet du stockage sur le carbone, sur les digestats bruts et liquides, donc en fait, bon, ici, c'était des digestats qui venaient de méthanisation dont le temps de séjour était supérieur à 60 jours. Donc, assez stabilisé, on va dire. En termes de carbone, la biodégradabilité résiduelle anaérobie était assez faible, hein, entre 5 et 10% en fait, de biodégradation. Par contre, on a eu un fort effet sur l'azote, notamment qui dépend des conditions de stockage. Donc, en effet, pendant cette étude, ont été étudiés l'effet de la couverture ou pas sur les émissions, notamment les émissions dues à la volatilisation de l'azote ammoniacal. Et on voit qu'effectivement, ajouter une couverture ou pas peut énormément influencer ces émissions. Puis également, ont été étudiés lorsqu'il y a une croûte qui se forme au niveau de la surface du stockage. Cela peut également jouer sur ce pourcentage d'émissions. Concernant le carbone et l'azote sur le stockage de la phase solide, donc il a été mis en évidence en fait que finalement le stockage de la phase solide s'apparentait à un compostage, alors plus long, car moins maîtrisé, mais avec une montée en température, donc comme ce qui peut se passer dans un compostage, et donc avec une perte assez importante de carbone, hein, une biodégradation assez importante qui peut aller jusqu'à 24 à 40% du carbone, qui va être plus stable, mais également de l'azote, un effet également sur l'azote durant ce stockage. Voilà. Donc, en résumé, par rapport à ces deux post-traitements, stockage et compostage, donc il y a eu plusieurs études, notamment Concept Dige, qui ont mis en évidence qu'il y avait un impact sur la qualité des digestats, notamment que les conditions de stockage avaient un effet sur les émissions d'azote ammoniacal et que le stockage solide pouvait s'apparenter à un compostage. Hein. Et donc, toutes ces études nous ont permis de commencer à avoir des valeurs en termes d'abattement par rapport aux biens matière, carbone et azote afin de les utiliser comme dans un outil de prédiction de la qualité. J'ajoute ici qu'en perspective, actuellement, donc Opale en collaboration avec l'AMF, via un projet financé par GRDF, est en cours
afin d'évaluer les émissions au cours du stockage des digestats sur site, afin voilà, de mettre à jour toutes les références, ces références d'abattement. Donc, il peut exister également d'autres types de post-traitement, donc des post-traitements plus innovants. Donc, par exemple, au LBE, dans le cadre d'une thèse, nous avons proposé en fait deux nouvelles voies de valorisation des digestats, notamment les digestats non agricoles, où l'idée c'était de tester, voilà, de réduire la masse du digestat en faisant du séchage, mais également en acidifiant afin de conserver l'azote ammoniacal, et une autre voie dite de fractionnement où là on a voulu aller extraire des molécules d'intérêt qui ont un potentiel biostimulant. Donc là, c'est des choses qui ont été faites donc dans la thèse de Philippe Guilaine et qui sont encore en cours puisque nous avons designé et conçu un pilote afin de continuer de poursuivre ces études-là. Donc, si je fais un bilan sur la description de la variabilité des digestats, donc nous avons vu qu'il y avait effectivement un impact de la variabilité des intrants. Mais qu'en est-il, enfin, de la variabilité également des post-traitements, mais qu'en est-il sur les caractéristiques agronomiques? Et donc là, rapidement, parce que je vois que le temps passe, donc nous avons, là j'ai représenté des résultats obtenus via le projet MAPED et puis ConceptDige, donc en 2019, où nous avons regardé en collaboration avec Opal et Ecosis, ces unités INRAE, des différents digestats qui étaient alimentés, dont le méthaniseur était alimenté en majorité par des lisiers porcins et différents co-substrats. Donc, nous les avons replacés sur notre fameuse typologie ConceptDige que je vous ai présentée avant, et nous avons mis en évidence qu'effectivement, les différents co-substrats avaient un effet significatif sur la typologie des différents digestats dont étaient issus ces digestats. Et puis, pour aller plus loin, donc nous avons caractérisé agronomiquement ces digestats, et pour cela, donc, nous avons utilisé des incubations en conditions contrôlées afin de regarder le potentiel azote, donc l'azote disponible, et le potentiel carbone au sol, de stockage au sol, sur ces différents digestats. Et on a mis en évidence effectivement que finalement, selon l'éco-substrat ici, qui rentraient dans la méthanisation, généraient des différences significatives sur à la fois la typologie, mais également les propriétés agronomiques. Donc, pour aller plus loin, donc ça, ce sont des données qui sont beaucoup plus récentes et qui sont issues d'un projet Fertidige, qui est le projet Fertidige qui est en cours, où là, on a récupéré en fait les indicateurs, les fameux indicateurs qui nous ont servi juste ici, là, sur ces indicateurs ici. Et nous les avons regardés au regard en fait donc de la diversité des intrants, mais également du type de digestat, s'il était plutôt solide compost ou brut liquide. Et de la même façon, là, pour l'instant, en tout cas, les résultats qui sortent actuellement, c'est qu'effectivement, on a bien un effet du type d'intrant, mais également de la séparation du post-traitement, hein, sur le devenir du carbone et de l'azote après retour au sol. Donc là, là c'est déjà, je crois que j'ai dépassé mon temps. Je vais juste rapidement rappeler que tous ces outils, enfin toutes ces caractérisations et ces études nous ont permis de mettre en place des outils, de proposer des outils de prédiction. Donc, il y a l'outil ConceptDige que vous pouvez retrouver en ligne via ces adresses ici, notamment la plateforme Projet Méthanisation GRDF, et qui, à partir donc, de la typologie que nous avons mis en place et à partir des intrants, de la recette des intrants, permet de prédire la composition des digestats et leurs propriétés agronomiques carbone-azote, avec en plus un impact des post-traitements, séparation de phase et stockage. Donc voilà, c'est des outils qu'on peut retrouver ici en ligne et qui sont en cours de mise à jour parce que nous sommes en train de générer des données supplémentaires.
Alors là, je vais passer parce que c'était aussi un outil de prédiction de la filière vis-à-vis de l'utilisation de la caractérisation ISBAMO. Donc, je vais passer. Et puis, plus récemment, et ce qui est en cours également, toutes ces études nous ont permis de mettre en place et de proposer une plateforme de simulation, donc utilisant différents modèles de prédiction, afin de prédire la qualité des digestats et son devenir au sol, avec en plus un aspect impact environnementaux, puisqu'on veut associer les impacts environnementaux à ces modèles, afin d'aller plus loin dans l'étude de la sensibilité des différents leviers d'action que je vous ai présentés sur les impacts environnementaux. Voilà, et donc juste pour terminer, sur les perspectives de ces études, donc nous avons vu que voilà, nous avons pu réussir à décrire la variabilité des digestats selon différents leviers d'action. Toutefois, il y a encore des zones à aller creuser. Donc, notamment, quels sont les mécanismes intrinsèques qui permettent de décrire ces impacts, l'impact de ces variabilités, les conditions des procédés dont je vous ai parlé, la variabilité des traitements, notamment tout ce qui est associé au stockage et aux émissions. Et puis également, quel effet a cette variabilité de la qualité des digestats sur les effets à proprement parler des agroécosystèmes, à savoir tout ce qui est après, fertilité du sol biologique, chimique et physique au regard de la variabilité des pratiques agricoles. Et là, nous avons commencé à répondre un petit peu à cette question via le projet Fertidige, qui est un projet qui a commencé en 2024, financé par l'ADEME et GRDF, dont l'objectif est de proposer un guide de bonnes pratiques d'utilisation des digestats afin de mieux accompagner les agriculteurs et les conseillers dans l'utilisation des références sur les digestats et d'apporter des références également. Voilà, donc c'est un projet qui est en collaboration avec de nombreux acteurs, avec comme livrable final ce guide sous forme de site web qui sortira l'année prochaine. Donc, mini teaser sur ce que vous pourrez retrouver sur les données issues de ce site. Donc, l'originalité de ce guide, c'est qu'il va être décliné selon des fiches types de digesta, donc la fameuse typologie que nous avons commencé à mettre en place dans le concept DIGE, mais que nous sommes en train de consolider, de valider, notamment via l'extension de nos données. Donc, on a répertorié 677 digestats, plus 208 références issues de la littérature qu'on a utilisées afin de nouveau de faire des analyses stats et consolider notre typologie. Et puis de regarder en fait l'impact de cette typologie sur les effets, ce qu'on a appelé les variables effets. Donc, regardez également tout ce qui est éléments de traces métalliques, composants de traces organiques, et également regarder l'impact sur certains indicateurs. Donc, pour la fertilité chimique, nous regardons tout ce qui est volatilisation de l'azote ammoniacal, rendement et KEQ issus des courbes de réponse à l'azote, issus des CO champs. Indicateurs pour la fertilité biologique avec tout ce qui est diversité et abondance des vers de terre, et également avec des données issues du projet Métabiosol qui travaille sur les indicateurs plutôt microbiens. Et enfin… Est-ce qu'on peut conclure, s'il te plaît? Ben, ça y est, c'est fini, j'en ai fini. Voilà. C'est le dernier projet. Voilà. Encore. Nous avons donc fait le lien avec les connaissances depuis les principes de ce que sont les digestats qu'on étudie depuis les débuts de la filière méthanisation, avec la recherche qui est actuellement en cours et bien avancée grâce à des personnes comme Julie. Merci beaucoup. Nous avons donc déjà plusieurs questions dans le chat. N'hésitez pas à continuer à les poser. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes, mais on va faire ce qu'on peut. La première question de Cécile Ménès d'une chambre d'agriculture, je pense. Y a-t-il un lien entre l'ISMO et l'ISBAMO?
Alors, en fait, l'ISMO, qui est un indice de stabilité de la matière organique, lui, il permet de prédire le carbone stockable au sol, mais cet indice, en fait, qui est basé aussi sur des techniques de fractionnement chimique, a été développé plutôt pour on va dire, des résidus organiques ligneux, donc fibreux notamment, et tout ce qui est compost, résidus culture, etc. Très peu sur les digestats. Et donc, en fait, dans la variabilité des digestats, cet ISMO fonctionne très bien, mais pour certains digestats, en fait, notamment des digestats riches en lisier, en boue, etc., qui sont plutôt protéines, qui ont plutôt des protéines et pas beaucoup de fibres, il y a quand même certaines limites. Du coup, l'ISBAMO nous permet en fait de lever cette limite-là. Et je dirais juste que l'ISBAMO permet, en plus de prédire la biodégradabilité, regarde en fait la cinétique, décrit la cinétique en fait de dégradation, ce que l'ISMO ne fait pas. Merci Julie. Quand on parlait de variabilité dans des technologies, il y a une question d'Aurélien Fourmi qui précise un petit peu au niveau du processus voie humide. Est-ce que vous avez pu observer des différences selon le mode d'incorporation, ce qu'il peut y avoir comme stockage des entrants avant méthanisation et les modalités de digestion avec le type d'agitation, le type de chauffage, le temps de séjour, etc. Alors, dans le concept DIGE, on avait regardé pas mal de données, de métadonnées de ce type, en tout cas sur le. Et par rapport aux données qu'on avait, on n'a pas mis en évidence des choses assez significatives. Ceci étant, nous n'avions pas non plus pléthore de données, donc voilà. Mais c'est vrai que ça pourrait être regardé de plus près. Par contre, pour tout ce qui est mode de chauffage, etc., ça, on ne l'a jamais vu on ne l'a jamais étudié, puisque, pareil, ça dépend de la disponibilité des données que l'on peut avoir, et ce genre de données n'est pas forcément répertorié à chaque fois, quoi. Effectivement. Mais on peut aller voir, hein, effectivement, ça peut être intéressant. Alors, une question plus précise sur le phosphore de Géraud Villard. Est-ce qu'on connaît le coefficient équivalent engrais du phosphore et est-ce qu'il varie selon la typologie du digestat ou l'origine des entrants, par exemple? Alors, sur le phosphore, il y a quelques données. Donc, c'est vrai que même dans Fertidige, on ne l'a pas forcément considéré. Il y a quelques données. Il est souvent quand même proche de l'efficacité d'un engrais chimique, hein. Et moi-même, j'avais fait une étude sur le sujet, sur calculer ce coefficient en fonction des différents intrants via une étude en faisant pousser du riz gras notamment. Et on a vu effectivement que, bon, bien que ce coefficient est très élevé pour les digestats, hein, il y a quand même une variation en fonction des intrants, tout à fait. Mais qui dépend également du type de sol, parce que le phosphore, la chimie du phosphore est assez complexe, qui dépend également du type de sol, puisque le phosphore disponible peut rester, entre guillemets, immobilisé dans le sol selon les types de sols, notamment les sols calcaires. Ok. Merci. On a ensuite une question qui a été donnée plus ou moins 2 fois. La question de ce qui va s'agir de l'innocuité des digestats qui n'a pas été traitée pour l'instant dans la présentation. Oui. On parle notamment des ETM, éléments traces minéraux, et des différents pathogènes possibles. Est-ce que ça a un impact sur les valeurs agronomiques? Je vais juste mettre, parce que du coup, j'avais plus ou moins anticipé. Donc, en fait, dans Fertidige, nous avons récupéré des données sur les ETM et les CTO, composés traces organiques. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez j'ai toujours mon écran partagé normalement. Oui, on voit Et bien. donc là, sur toutes les données qu'on a pu récupérer, donc là, c'est selon les digestats bruts, liquides, solides, compost, on a différents ETM en fait, et on a placé les normes selon les différents types de législation. De manière globale, on est quand même en dessous des seuils de réglementation. Toutefois, il peut y avoir des exceptions, et notamment le cuivre et le zinc, que l'on retrouve pas mal. Alors là, je ne l'ai pas décliné en fonction des
des typologies, mais par exemple, le cuivre, on peut le retrouver beaucoup sur les digestats d'origine lisier porcin, par exemple. Voilà. Donc, ils sont en dessous des seuils, mais il y a quand même un léger impact de la typologie. Et sur les CTO, donc là, par rapport à la réglementation, là, j'ai mis les PCB et puis les HAP, les 3 HAP majeurs qui sont considérés. Et là, sur les données qu'on a, on est largement en dessous des gammes. Mais là, on est sur c'est des digestats d'origine agricole, hein, je précise, parce que lorsqu'on va regarder des digestats d'origine urbaine, de type boue et autres, ça peut avoir une autre tête. Voilà. Bah, ça rejoint une des questions qui est posée sur les limites à l'entrée des méthaniseurs. Les ETM et donc les éléments traces métalliques et les composés de traces organiques sont des traces qui n'apparaissent pas dans le digesteur, mais qui viennent des produits qu'on y met. Et Tout à fait. comme la digestion ne réduit que de 10% la masse totale, il y a quelques éléments qui peuvent être éventuellement abattus par la digestion parce que c'est une dégradation. Mais pour la plupart, on retrouve à peu près ce qu'on a mis dedans, notamment le zinc et le cuivre, qui ne vont pas disparaître. Exactement. Voilà. Donc, et oui, il y a des limitations sur ce qu'on peut mettre dans un digesteur. C'est extrêmement réglementé ce qui est possible selon le type de digesteur. C'était une des questions posées. On a une question d'Arnaud de Véron d'Air Liquide. Qu'est-ce qu'on a comme coopération ou travaux avec des organisations du reste du monde et notamment de l'Europe? Alors, eh bien, en fait, par rapport au projet européen, donc moi j'ai participé à divers projets européens, notamment sur le type des digestats. Donc, en fait, au niveau européen, on a travaillé notamment sur l'impact des caractéristiques, comme ce que je vous ai présenté, sur le type d'intrant, etc. Ceci étant, si on regarde tout ce qui est le type de méthanisation, en fait, la typologie de méthanisation qu'il peut y avoir en dehors de l'Europe, que ce soit, par exemple, les États-Unis ou autre, on ne va pas du tout avoir la même typologie. Ça va être plutôt c'est pas forcément des méthaniseurs, on va dire, de type agricole, mais ça va être plutôt des méthaniseurs où on va avoir des types d'intrants plutôt urbains et autres. Voilà. Et en termes de travaux, on continue à travailler sur les mêmes typologies, sur les mêmes, comment dire, sur les mêmes analyses, etc. Ceci étant, ce qui pourrait être intéressant et ce qui n'est pas fait, clairement, c'est de regarder à l'échelle, en tout cas à l'échelle européenne, d'élargir à l'échelle européenne notre typologie, les résultats de notre typologie. Donc là, on a recensé 200 références issues de la littérature, donc hors France, c'est hors France. Donc nous allons regarder ça, nous allons mettre notre typologie, ce que nous avons réussi à mettre en évidence au regard de ces 200 références pour voir un petit peu où est-ce que nous nous situons. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Ouais. Merci. Alors, il y a eu quelques questions sur la réglementation de ce qui entre dans un méthaniseur, ce qui nous éloigne un peu du sujet digesta. Il y avait une question un peu plus précise sur sur les traitements, est-ce qu'il y a des traitements envers les ETM et les pathogènes? Est-ce que ça a un impact sur les valeurs agronomiques du digesta? Alors, traitement ETM et pathogènes de type traitement. Par l'hygiénisation, Oui. je vois pas trop ce qui se fait. Oui, voilà, à part l'hygiénisation et effectivement avoir une température thermophile dans le méthaniseur, voilà. Donc en fait, selon les pathogènes, il peut y avoir un abattement. Sur les ETM, je ne pense pas qu'il y ait d'impact. Enfin, je ne vois pas pourquoi il y aurait un impact sur les ETM. Là où on peut avoir un abattement, effectivement, c'est sur les pathogènes, mais au vu de ce qui a été fait, ce que j'ai pu voir dans la littérature et autres, il y a quand même une grosse variabilité d'abattement et il y a encore des travaux à réaliser sur ce sujet pour vraiment voir un impact clair et net. Voilà. Merci. Tu as cité plusieurs fois la thèse de Felipe Guillain et du coup, on nous pose la question dans le chat, est-ce qu'on peut accéder au texte de cette thèse? J'ai vu sur thèse.fr que le lien est accessible. Le lien renvoie sur un site de l'INRAE, je crois, ou d'AgroSup, qui est sous embargo. Enfin, il faut avoir un compte spécifique pour y accéder. Est-ce qu'elle sera un jour publique?
Alors, parce que du coup, c'est une thèse qui a été faite en collaboration avec Suez. Donc, c'est une thèse, enfin, le texte, en tout cas, il y a des on va dire, il y a des éléments confidentiels. Ceci étant, dans les références que j'ai proposées, donc j'ai toute une slide avec les références dessus, donc il y a les principaux résultats de Felipe ont été publiés via des articles scientifiques et que vous pouvez retrouver. Donc, il y a 4 articles que vous pouvez retrouver, donc qui ont été publiés, que vous pouvez retrouver facilement. Merci. Sinon, il faut me contacter, je peux vous envoyer les articles directement, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu pourrais nous afficher la slide pour que les participants puissent savoir? Oui. Voilà. Le support sera mis en ligne sur le site de l'AT2E et nous vous le partagerons. Voilà, donc là, j'ai mis toutes les références en fait avec le lien où c'est que vous pouvez les retrouver. Puis Felipe, il revient plusieurs fois ici, là, les 4 publications ici. Et si vous n'y avez pas accès, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous envoie les références. Enfin, je vous envoie le texte. Très bien. On a 2 nouvelles questions qui parlent de ce qu'on peut intégrer dans un méthaniseur. La première, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre des légumineuses en méthanisation pour améliorer le digestat? Et si oui, quelle proportion? Alors ça, c'est la grosse question qui se pose. Donc, je pense qu'il y a des travaux qui sont en cours sur le sujet ou qui vont commencer sur le sujet parce que c'est clair qu'il y a un intérêt, je pense, à mon sens, à mettre des légumineuses, effectivement, justement pour donc l'azote qui peut être minéralisable pendant la méthanisation et du coup rendu disponible dans le digestat. Toutefois, à voir quel impact ça a vis-à-vis du fonctionnement du méthaniseur. Donc, mais il y a des choses qui vont commencer ou qui viennent de commencer sur le sujet. Merci. Souvent, on associe la culture légumineuse à la méthanisation via le fait de faire des cives qui sont des légumineuses ou qui sont un mélange entre une céréale et une légumineuse, ce qui permet en fait, indépendamment de ce qui arrive dans le digesteur, d'enrichir le sol, puisque les légumineuses sont connues pour permettre l'assimilation d'azote dans le sol directement. Et derrière, forcément, comme on les récolte dans la cive, on la met dans le méthaniseur, mais c'est pas forcément le premier enjeu est d'abord d'enrichir le sol directement et ensuite indirectement via le digestat. Alors, on a une question, je ne sais pas si c'est dans tes cordes, Julie. La culture, la sylphie, a-t-elle une influence sur la qualité du digestat? Et est-ce que c'est une culture principale? Alors là, non, ça c'est out of scope pour moi. Effectivement, Là, je ne saurais pas du tout Alice répondre. Baillet, la sylphie est bien une culture principale au sens, de la PAC et de la réglementation. Merci Alice. C'est une culture pluriannuelle en fait, donc à ce titre, comme elle va être présente toute l'année, à moins de faire des cultures, entre les rangées et j'ai jamais vu ça, oui, ce serait une culture principale. Un peu comme la vigne, quoi. Exactement. Merci. Alors, on a un rappel réglementaire sur l'ICPE et le stockage de digestat d'Arnaud de Véron, notamment l'obligation de couverture du stockage, qui est générique. Est-ce que cette couverture qui s'applique en dessous de 80 jours de traitement et au-dessus et qui ne s'applique pas au digestat solide stocké en bout de champ, est-ce que vous la jugez pertinente pour limiter les impacts liés à ce stockage? Et sinon, est-ce que vous avez une autre mesure générique à proposer? Alors, donc, disons qu'on a mis en évidence quand même qu'il y avait un impact clair de la couverture, de cette fameuse couverture en fait sur les émissions. Hein. Clairement, enfin, même si c'était en conditions contrôlées, on est allé jusqu'à diminuer 80% les émissions d'azote ammoniacal, ce qui est quand même très significatif. Après, effectivement, cela peut être très compliqué pour... on va dire que les conséquences de cette réglementation, de cet arrêté peut être compliquées à mettre en place, hein, notamment via tout ce qui est infrastructure et investissement vis-à-vis de ces infrastructures. Ensuite, ce qui avait été mis en évidence, c'est le croûtage, ce fameux croûtage qui peut se produire en fait dans certains types de digestats. Donc là, il faudrait directement aller voir mon collègue Romain Giraud
Opale qui travaille sur le sujet. Mais a priori, pour certains digestats, et notamment des digestats qui contiennent encore des fibres, qui sont issus, par exemple, de fumier ou autre, il se peut, donc en tout cas, c'est une des hypothèses que cette croûte provient en fait de ces fibres en fait qui flottent à la surface et qui font une espèce de croûte. Et cette croûte, en fait, on a vu, donc lui, ce qu'ils ont mesuré au Opale, c'est qu'il y avait également un effet de des émissions là-dessus. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est bon, voilà. Sur le stockage, la couverture a vraiment un impact significatif, clairement, quoi. Merci Julie. Alors, on a une autre question sur les cives et la réglementation, où j'avoue que là, ni Julie ni moi ne sommes qualifiés à monter des idées sur la réglementation sur les cives et les cultures principales. La réglementation, de façon générale, ça se trouve sur Légifrance. Oui, je vous cherche le texte sur Légifrance et je vous cherche aussi la définition sur Télépac. Merci beaucoup, Alice. Donc ça, c'était une question Merci. qui sort un peu du sujet. Là, dans les questions, j'avais noté, puisqu'il nous reste encore 2 minutes, est-ce qu'on a des indications, Julie, sur comprendre ce qui se passe à l'intérieur du digesteur pour produire cet effet-là à partir des matières entrantes, le fait qu'il y a à la fois une forme d'homogénéisation et une part de stabilisation de la matière organique. Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans le digesteur pour produire ces résultats? En fait, on est en train il y a une thèse sur le sujet qui est au labo qui se termine cette année sur comprendre la complexification en fait de la matière organique tout au long de la méthanisation, puisque c'est un fait en fait d'une manière ou d'une autre la matière organique se stabilise et se complexifie. Ça, c'est quelque chose qu'on a mesuré. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. Donc il y a une part qui vient de l'intrant, de la part récalcitrante de l'intrant qui n'est pas biodégradée, mais il y a aussi potentiellement un impact des micro-organismes et de la conséquence de l'utilisation et de l'utilisation de la matière en fait sur la qualité de la matière organique. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, mais sur lequel vraiment on regarde spécifiquement. Voilà. Merci beaucoup. C'est la thèse de David Fernandez qui soutient fin septembre. Merci Julie. Alors, donc, je vois qu'il y a un lien Légifrance qui doit être le décret culture principale qui est sorti l'année dernière. Et la question dit ah d'accord. Les outils de prédiction de digestat à partir des intrants ont-ils été évalués? Alors, connaissant le travail des chercheurs, en général, on vérifie après avoir écrit un modèle qu'il correspond à la réalité qu'on a utilisée pour écrire le modèle. Donc, je ne sais pas s'il y a plus à dire. Oui. Alors, on a évalué justement via, il y avait une étude là, où je vous ai montré les 5 digestats qui étaient d'origine avec des co-substrats différents. Donc là, on a évalué notamment avec ces données-là, mais avec d'autres données également. Le problème de l'outil de ConceptDige, c'est qu'à l'époque, nous avions un nombre de données limité, avec notamment, surtout centré sur effluents d'élevage, quelques biodéchets, voilà, sauf que du coup, lorsqu'on met dans cet outil, on veut mettre par exemple des cives, là, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, les données qu'on avait, on n'avait pas forcément beaucoup de cives dans les intrants. Maintenant, avec Fertidige et toutes les données qu'on a recensées, on va mettre à jour ces outils et du coup amplifier ces résultats-là et rendre plus robustes en fait ces outils. Et notamment en y intégrant beaucoup plus de données sur les cives et sur les biodéchets. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire puisque nous avons pu traiter toutes les questions. Je remercie encore Julie pour sa disponibilité et la présentation très claire, très illustrée qu'elle nous a faite. Vous recevrez tous le lien vers le support de sa présentation ainsi que le replay, si ça vous intéresse de le repartager au-delà. Et je vous partage un lien dans le chat sur les prochains webinaires organisés par le Club Biogaz. C'est ma collègue Laurine Duclos qui s'occupe de Calimeta et qui va présenter le label Calimeta 2. Donc, on est un peu loin des sujets digesta, mais ça peut concerner certains d'entre vous. C'est le label de qualité dans la démarche de conception et de construction des unités de méthanisation.
une série de 4 webinaires qui se tient début juillet avec différentes colorations régionales selon là où vous vous trouvez. Merci encore Julie, merci à tous. Je clôt l'enregistrement. Merci à vous, merci tout le monde.